parce que le sujet dont je vais vous parler ce soir est extrêmement grave, hein, puisqu'il s'agit de quelque chose qui est quasiment impossible, c'est-à-dire la notion du couple. Je plaisante bien sûr, enfin à moitié, enfin je ne sais pas exactement. Avant tout, d'abord, merci d'être là. Les remerciements sont d'autant sincères que la contribution que vous venez de donner n'est pas pour nous le moyen de rembourser la location, mais plutôt d'acheter des couvertures, c'est le moment, à ceux qui sont dehors. Voilà. Essayez de donner un peu de chaleur à ceux qui ont froid. Parfois, on peut donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, et puis parfois, on donne un peu de chaleur à ceux qui ont froid. Donc, l'argent que vous nous avez confié ce soir va servir à acheter des couvertures qu'on va distribuer le plus tôt possible. Voilà, donc il y aura un petit article, on vous enverra bien sûr le compte-rendu de tout ça. Bon, de quoi va-t-on parler ce soir? Du couple. On va... Alors, ici, il faut que je dise les choses dans l'ordre quand même. Voilà, parce que ça, je ne suis pas habitué dans l'ordre. C'est ça le problème avec moi. Donc, en fait, cette conférence, c'est une ouverture de cycle de conférences. On espère pouvoir les continuer. On va voir ce que tout ça va donner. C'est une ouverture de cycle de conférences à partir donc de notre institut à Sandrine et à moi, donc institut de formation en hypnose thérapeutique et en recherche aussi en hypnose. Et puis à partir de ça, on va faire, on l'espère, toutes les 6, toutes les 8 semaines, des cycles de conférences qui vont toucher des points centraux neuro et hypno dans nos relations du quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une petite section recherche dans notre institut. Elle travaille actuellement sur quelque chose de passionnant qui s'appelle de la transe hypnotique à la transe chamanique ou de la transe chamanique à la transe hypnotique. Il y a aussi un petit couplet sur la douleur. Et puis donc, outre les ouvrages qu'on va produire, il y a ce petit cycle de conférences qui va nous permettre, pas forcément de mieux connaître l'hypnose, mais peut-être de mieux se connaître soi-même à travers les notions qui sont celles de l'inconscient et du conscient. Surtout ce travail dans le quotidien. On insiste beaucoup parce que c'est une vision pratique qu'on va essayer de transmettre. Pourquoi le couple? Parce que le couple est l'arme légale et létale la plus difficile qui soit à manier. Elle est légale et en même temps elle fait beaucoup de dégâts. Je plaisante. Imaginez déjà ce que c'est que l'idée du couple. L'idée d'un couple, c'est d'abord la rencontre. Et sur en effet un point de vue qu'on pourrait appeler neuro, quelque chose va se passer dans la rencontre, c'est qu'il va y avoir, au-delà donc de la chimie qui va se produire, je ne parle pas forcément de ce qu'on appelle le coup de foudre, mais simplement la relation de départ, il va y avoir au départ une vision inconsciente du manque que l'autre peut combler. Alors encore une fois, on va parler d'une vision inconsciente. Donc quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas en train de se dire, tiens, je vais aller voir cette personne, elle représente ce que je n'ai pas. Non, c'est une notion en effet de manque qui va se produire et de complétude. Alors qu'est-ce que j'appelle le manque? En fait, si on pouvait couper ce cerveau en deux parties, on s'apercevrait qu'on est quand même bien structuré autour de ces deux parties de cerveau. Et si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui peut sembler vous apporter dans la sensation une forme, je dirais, de stabilité, une forme de paix intérieure, parce que vous pouvez observer en effet que cette personne, par exemple, va envoyer des signaux émotionnels que vous pouvez gérer, il est probable que vous veniez d'un univers, d'un environnement dans lequel cette notion était très importante. Et la stabilité que vous allez percevoir chez l'autre va venir un peu comme une complétude invisible que vous n'allez pas mesurer mais qui va vous sembler nécessaire. Donc l'autre va être au départ extrêmement différent dans la rencontre. C'est d'ailleurs ce qui va nous plaire malgré les points communs qu'on va retrouver. D'ailleurs il y avait un auteur célèbre qui disait après la rencontre, nous devenons des prisonniers de draps communs. De draps communs. Ce jeu de mots était intéressant parce qu'en fait, oui, la rencontre, en effet, c'est la permission de deux personnes qui ont des choses différentes à cacher, à masquer, et puis aussi à découvrir. Puis en même temps, après, il va y avoir, dans le prolongement de la rencontre,
une sorte de liaison qui va se faire. Et pourtant, au départ, il y a une séparation. Cette séparation, en fait, je dirais qu'elle est nécessaire parce qu'elle nous permet, dans le moment de la fusion, vous savez, ce moment où on va devenir l'autre, quand les gens sont habitués à faire de la thérapie de couple, il y en a forcément un jour qui arrive et qui dit ben nous on fait qu'un, et comme disait l'autre, il faut poser la question, mais c'est lequel? Cette question est fondamentale parce que qui demeure en fait, hein, qui demeure et dans ce mot demeurer, il n'y a pas uniquement l'idée d'être demeuré, il y a vraiment l'idée de celui qui va rester ou celle qui va rester, celui qu'on va voir et celle qui va donc avoir le pouvoir. Mais on y reviendra. Hein. Voir, c'est avoir aussi le pouvoir. Donc en effet, dans cette rencontre, euh, il y a une notion d'inconscient et de conscient qui va se mettre en place très vite. Alors, je sais que vous avez l'habitude pour la plupart d'entre vous, avec ces notions de conscient et d'inconscient. Je les développe un tout petit peu parce que c'est pas le but de cette soirée. Le but est plutôt de parler du couple. Et donc pour faire dans une forme de simplicité, mais qui est aussi une forme de réalité, si on avait un œuf à la coque et qu'on en coupait la partie supérieure pour mettre la petite cuillère ou les petits morceaux de pain, eh bien on pourrait appeler ça la partie consciente. Puis en fait, bah, toute la partie en dessous, ce pourrait être la partie inconsciente. Donc imaginez, lorsqu'on a l'impression d'être conscient de faire quelque chose, on s'aperçoit qu'en fait il y a toute une structure en dessous qu'on ne maîtrise pas, qui est en train de faire toute autre chose. Et cette structure, il a fallu qu'on dialogue avec elle, il a fallu qu'on la comprenne. Donc évidemment, bah, il y a des personnages éminents qui se sont penchés dessus, qui ont observé de nombreuses traditions passées, voire millénaires, et qui lui ont donné une structure que la modernité pouvait accueillir, notamment à l'aube du XXe siècle naissant. Eh bien, la psychanalyse est arrivée et à la fois transcendée par des millénaires d'écriture traditionnelle et à la fois par les progrès de la science. C'était le but du bon docteur Freud, c'était de lui donner une place scientifique. Il a échoué encore. Moi qui ai une formation de psychanalyste, eh bien, en fait, la psychanalyse est considérée au même rang que la philosophie, c'est pas mal non plus, mais ça n'est pas une science. Voilà. Et finalement aussi, on peut dire tant mieux, parce que dans parfois certaines visions de la science, il pourrait y avoir une forme d'enfermement. Eh bien, le fait que ce ne soit pas enfermé dans quelque chose permet encore d'y voir une évolution constante. Donc en effet, cette partie inconsciente, cette toute petite partie consciente, elle va nous troubler. Elle va nous troubler parce que nous avons le sentiment qu'à partir du moment où on analyse quelque chose, vous savez, on prend des morceaux, on analyse, on va comparer, on va évoluer, on va beaucoup penser, on va faire des lignes avec des plus, avec des moins. À partir de ce moment-là, on va imaginer que, comme on a beaucoup réfléchi, comme on a beaucoup pensé, comme on a beaucoup analysé, eh bien en fait, il y a une vérité qui va sortir. Mais ce que nous oublions la plupart du temps, c'est que nous ne savons pas avec quoi nous pensons, avec quoi nous analysons, nous ne savons pas avec quoi nous comparons. Et bien déjà dans la pensée analytique, déjà dans la pensée comparative, déjà dans la pensée évolutive, il y a une sphère de l'inconscient qui va être là active. Donc en fait, quand on dit je pense, il faudrait plutôt dire ça pense. Hein. Ça pense donc ça est, mais ce n'est pas forcément nous tel que nous on se voit. Hein. Et c'est intéressant de le comprendre parce que, encore une fois, dans la relation du couple, il y a cette grande ignorance du soi et de l'autre. Je reprends le départ. Le couple se rencontre parce qu'il ressent que l'autre possède inconsciemment quelque chose que lui n'a pas ou n'a plus, ou en tout cas il ne ressent pas. Je viens d'un moment de ma vie qui est un petit peu tourmenté et je vois quelqu'un qui a l'air stable émotionnellement, etc., etc. Donc je suis attiré par cette personne. Après, on va comprendre aussi qu'il y a une attirance qui vient d'un parfum qu'on connaissait, qui était celui de la construction de l'enfance, et puis ça résonne un peu. Mais il y a cette idée forte de la complémentarité, de la complétude qui est là. Alors imaginez juste que ces deux personnes qui se rencontrent sont donc totalement différentes, sont parfois même opposées puisqu'elles ont valorisé chacune un contraire, c'est donc une analogie de contraire, et là, mesdames et messieurs, le tour de passe-passe incroyable, c'est qu'on voudrait que l'autre, totalement différent de nous, nous comprenne. Oui, c'est toute la difficulté et la beauté finalement aussi de la rencontre qui est insaisissable, mais qui est nécessaire de la rencontre. C'est qu'en fait l'autre est tout autre, je suis tout autre, je suis un autre, et pourtant
et pourtant, il nous faudra peut-être tenter quelque chose. Donc dans cette idée forte de la différence, dans cette idée forte en effet de la dissemblance, il va y avoir un projet, il va y avoir une énergie folle à essayer en effet à ce moment-là de pouvoir se comprendre. Euh, dans l'émotion excessive, vous savez, alors je vais l'appeler comme ça, c'est un peu clinique, mais je vais faire exprès, vous allez me pardonner. La rencontre va donner naissance, si elle fonctionne bien, à un système d'émotions excessives qui vont se fabriquer à l'intérieur de notre petit cerveau et qui vont donc consacrer des systèmes de dopamine, d'endorphine, enfin toutes ces belles choses qui sont des protéines et qui vont à la fois nous emmener de la récompense et en même temps donc une forme de satisfaction. On va aimer l'autre parce qu'il va nous aimer. Dans la relation qu'on va avoir avec l'autre au départ, ce que nous ne savons peut-être pas, ce n'est pas forcément l'autre que nous aimons, puis on verra ce qu'on pourrait définir autour de aimer, mais c'est la façon dont il nous voit. Maître Eckhart disait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qui regarde, qui regarde. Et en effet, lorsque l'autre nous parle de nous-mêmes et qu'il nous parle en bien de nous, ben nous aimons cette partie-là. Et d'ailleurs, si nous défrichons un petit peu le rapport amoureux, ce qui n'est pas évident et puis pas forcément utile au moment du rapport amoureux en tout cas, c'est qu'en fait, ce que nous aimons chez l'autre, ben c'est la partie de nous que nous découvrons ou qui est mise en avant. L'autre, à ce moment-là, est un passeur. Voilà. Mais nous l'aimons très fort parce qu'il nous met en avant. Dans cette dimension, on va dire, de rapport entre deux, il va y avoir donc une émotion, des émotions excessives qui vont arriver. Alors quand je dis excessive, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une mesure, d'accord? Donc elles vont être démesurées et ces émotions excessives vont créer un lien, un rapport. Il ne faut pas oublier que une émotion, et si tu veux en parler, Sandrine, tu peux, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi dire autour de on va dire, de la structure chimique de l'émotion biologique. Quelque chose va se produire. C'est pas au-delà de la pensée, c'est avec la pensée en fait. Quelque chose va se produire dans le corps. Il y a véritablement une matière qui va exister à l'intérieur de nous-mêmes et qui va être ce pont entre moi et l'autre. Et vous savez, la matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Ça veut dire que c'est un circuit d'information qui va arriver à ce moment-là. Et ce circuit d'information qui se crée entre deux personnes va être le début, en fin de compte, de la relation. Elle va se créer sur des sphères émotionnelles très fortes. Et puis ces sphères émotionnelles très fortes vont évidemment se perdre un petit peu de leur couleur. Et quand elles vont commencer à perdre de leur couleur, eh bien le véritable débat va arriver, c'est-à-dire que le débat de la notion du pouvoir va arriver. Alors c'est peut-être un petit peu brutal, hein. On a envie de dire mais non, il n'y a pas de pouvoir quand on s'aime, tout est partagé, tout est ainsi. Eh bien pas véritablement. Il y a souvent dans le rapport qu'on peut voir dans des accompagnements de couple, et je sais qu'il y a des personnes ici dont c'est le métier, plus spécifiquement, il y a une notion du pouvoir qui va arriver. Alors je vous donne un petit exemple. Beaucoup de femmes consultent, donc on est dans à peu près plus de 60% de femmes qui consultent, on va dire un petit 40% d'hommes. Et si, voilà, si nous sommes, on prend un couple hétéro, eh bien généralement, donc la femme va traîner un petit peu le monsieur, et puis le monsieur en effet va nous expliquer qu'il vient parce que la dame lui a demandé. Donc il va être un petit peu renfrogné dans le fauteuil, et puis ensuite il va observer ce qu'il va se passer. Et en effet, il va y avoir, comme il a été traîné chez le thérapeute, une recherche et une volonté de voir qui a encore le pouvoir. Comment le pouvoir peut-il se déceler quelque part. Et c'est cette notion de pouvoir qu'on va vivre très tôt dans la relation du couple. On peut l'estimer, on va dire, en moyenne, hein, au bout de 4, 5 ou 6 mois, dans une relation qui pourrait perdurer. Alors, cette notion de pouvoir, elle a du sens quelque part, on va essayer de la comprendre. Et pour la comprendre, il faut peut-être voir, je ne vais pas dire pourquoi on fait un couple, mais pourquoi cette notion est si importante à nos yeux.
Alors on dirait, bah, c'est normal, hein, il faut être en couple, il faut être à deux. Comme disent les gens et comme on peut dire, j'ai peur de finir ma vie seul. Mais vous l'avez déjà imaginé, quand on dit j'ai peur de finir ma vie seul, on ne s'imagine pas aller à Biarritz en train de regarder l'océan à l'hôtel, au grand hôtel du Palais, avec une coupe de champagne et de dire que la vie est magnifique. Non, finir sa vie seul, ça veut dire être dans une petite maison aux vitres cassées, balayée par le vent, tandis que le chat très maigre finit de manger quelques croquettes. Et de temps en temps, un parent qui ne nous a pas oubliés nous amène une petite biscotte et on a un verre d'eau qui tremble. Voilà. Ça, c'est un peu notre vision de je vais finir ma vie seul. Et dans je vais finir ma vie seul, en effet, bah, il y a cet échec du couple. Pourquoi la notion du couple pourrait être un échec? Et on va voir que s'il y a un échec, c'est qu'il y a une volonté de pouvoir aussi, hein. Il y a un lien entre les deux. Bah, imaginez que la naissance du couple moderne, tel qu'aujourd'hui on voudrait le réaliser, c'est très récent. En fait, il y a à peine il y a une quarantaine d'années que nous pouvons allègrement, entre guillemets, nous quitter. Il y a une quarantaine d'années. Si vous prenez, si vous allez dans l'année 1965, donc il y a 56 ans encore, vous allez découvrir ou vous allez confirmer le fait que une femme ne pouvait pas avoir un travail sans en avoir l'accord de son mari. Une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans avoir l'accord de son mari. Ce qui signifiait que jusque dans ces années 1965, la notion du couple était une notion qui n'avait pas été forcément choisie, mais qui était une notion qui était une direction. Il y avait une direction. Je me souviens d'une dame qui me disait, elle avait 80 et quelques années. Vous vous rendez compte, j'avais 22, 23 ans. Il fallait que je me marie. Donc le il fallait était très important. Donc il y avait cette notion du devoir et du falloir. Ce qui signifie que l'observation de toutes ces générations-là, qui ont été les enfants de chaque fois ces couples, la plupart du temps, avaient un sentiment soit de devoir faire la même chose, et soit, et c'est beaucoup plus sociologiquement aujourd'hui difficile à vivre, que eux étaient en réussite parce qu'en fait ils ne se séparaient pas. Et ça c'est important de le comprendre aujourd'hui, dans la détresse dans laquelle peuvent être des gens qui ont entre 30 et 45, voire 50 ans, et qui recherchent absolument une construction de couple. Mais que se passait-il à cette époque-là? Ben, il y avait en effet le devoir d'être ensemble, la quasi-impossibilité de se séparer. Et qu'est-ce qui pouvait bien nous détourner finalement de cette détresse, c'est-à-dire ce manque d'amour peut-être, et pouvoir rester ensemble? Il y avait des éléments qui nous détournaient en fait. Et les éléments qui nous détournaient, donc c'était les enfants, c'était la volonté d'avoir une propriété, de travailler, etc., etc. Donc ce qui fait qu'il y avait un détournement de cette détresse du couple. Hein. Ça va pas fort jusque-là, hein. Ça va, vous êtes encore là? Bon, rassurez-vous, après il y a des petites solutions, hein, on va pas que. Mais sociologiquement, c'est intéressant de comprendre ce que nous avons dans l'inconscient, la grande partie de l'iceberg, qu'on a l'impression de totalement gérer dans la toute petite partie là-haut, mais qui en fait a laissé des traces très profondes. Et je dirais presque, quelle que soit la culture qui est la nôtre, il y a cette notion en effet d'une réussite par le biais du couple et d'un format en fait du couple. Donc on revient au départ et qu'est-ce que nous percevons en effet? Nous percevons que il y a une notion à travers ce devoir et chaque génération qui suit se dit mais finalement ils sont restés ensemble donc ils s'aimaient. Voilà. Et il y a une espèce de conclusion comme ça. Et donc le détournement, si je puis l'appeler comme ça, ben en effet, c'était les enfants, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sociologiquement, vous retrouvez que des dames pouvaient faire des enfants jusqu'à 40 ans, hein, parce que si vous faites 40 plus 18 ou 40 plus 15, 40 plus 20, ben vous arrivez à un certain âge où, à l'époque, la personne donc masculine pouvait disparaître, et il y avait quasiment 10 ans de grand bonheur, si je puis dire, où la personne pouvait vivre encore recevant ses enfants, étant seule, etc. Bon, c'est un drôle de parcours que je vous dresse, mais c'est tout de même une très grande forme de réalité. D'ailleurs, ça a imprégné nos cultures, nos souhaits, etc. Imaginez aujourd'hui, dans cette vie actuelle, sociologiquement, ce qui va se passer. Aujourd'hui, eh bien, une personne d'une trentaine d'années qui a déjà eu une expérience, c'est-à-dire
qui a eu une histoire de vie, qui a peut-être eu des enfants, qui s'est séparé, etc., va aller sur des plateformes, des sites, et puis va cliquer avec bon, des listes ou pas de listes, ou des choses qui vont aller très vite ou qui vont mettre un peu de temps, et va essayer de rencontrer en effet dans l'immédiateté une personne qui pourrait correspondre au fantasme sociologique qui appartient au couple du passé. En l'occurrence, on va donc chercher la personne avec laquelle on va devoir vivre toute notre vie, voilà, en sachant que, bah oui, ce que j'appelle tout ce qui était détournement, c'est-à-dire les enfants, bah, généralement c'est fait. La maison, ça a été fait, bon, ça a été un peu détruit, reconstruit, il en reste un petit bout, etc. Ça a été vendu. Le travail, la plupart du temps, c'est fait, etc., etc. Les vacances, on les a goûtées et tout. Donc, on va chercher chez l'autre, finalement, une notion qui va s'appeler l'amour, le bien-être, la complicité, enfin tout ce qu'on va mettre dedans, mais sans ces systèmes de détournement. On va demander finalement aujourd'hui beaucoup plus à une relation qu'on ne pouvait le demander il y a quelques décennies. Et évidemment, comme il y a la possibilité de se quitter aujourd'hui, eh bien, il y a la notion d'échec qui va arriver très vite. D'où des formes de découragement et d'où des formes, en effet, dans la notion du couple qui vont être importantes, comme pourquoi je rencontre toujours les mêmes profils de personnes. Ça, c'est une notion qui est très développée chez nous. On a l'impression qu'on est assujetti, qu'on est même maudit parfois, qu'on a une espèce de traçabilité des gens qui nous regardent et qui disent, bon bah tiens, tu as commencé comme ça, toute ta vie tu rencontreras le même type de personne. Et en fait, pour ça que tout à l'heure, au tout début, je parlais de parfum qui nous faisait penser à la construction du départ, en fait. Quel est donc ce parfum qui nous fait la plupart du temps accepter quelque chose? Parce que si vous observez bien, beaucoup d'entre nous, nous ne choisissons pas forcément l'autre, mais nous l'acceptons. Alors vous me direz, s'il y en a un qui fait une démarche, il y en a un autre qui l'accepte. C'est logique. Mais en même temps, l'acceptation est basée non pas forcément sur une vraie connaissance de l'autre, mais plutôt basée sur une idée de la réverbération. C'est-à-dire, tu me renvoies une image très positive de moi, et je vais donc t'accueillir comme cela. Mais je ne te connais pas. Voilà. Et après, ben, ne connaissant pas la personne, ayant accepté une image valorisée de soi, on va vouloir que la suite fonctionne. C'est-à-dire que la personne devienne ce qu'on attend d'elle. Et là, évidemment, ça se complexe. Ça devient très compliqué. Et pourquoi on a accepté donc en effet la personne en question? Pourquoi on a l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes? C'est pas qu'on les rencontre, elles sont là. Toutes les personnes rencontrent les mêmes personnes dans des endroits, sauf qu'il y a des parfums qui nous parlent plus que d'autres. Et en effet, en fonction de la structure de la psyché, en fonction de ce qui s'est passé pour nous dans notre histoire de vie, on ne va pas tout développer là, mais en fonction de ce qui s'est passé, on va plutôt dire oui à un type de profil ou oui à un type de profil. Parce que derrière, ça montre, entre guillemets, soit une blessure profonde, soit une blessure légère, qui est l'histoire du manque du parent qui peut-être n'a pas été au rendez-vous que nous lui avions proposé dans notre enfance. Et en effet, il va y avoir des résonances. Et très souvent d'ailleurs, dans des couples qui sont encore constitués, on entend quelqu'un dire tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père, tu ressembles à, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pensais pas qu'un jour je serais avec une personne qui ressemblerait à ma mère ou à mon père, etc. Et pourtant, c'est des formes de réalité. C'est-à-dire que non seulement il y a, pour se résumer à ce moment-là, lorsqu'il y a une rencontre, il y a un désir inconscient de combler une sorte de manque que nous croyons avoir. Par exemple, si je pense que j'ai besoin d'une personne qui a une stabilité émotionnelle, ou l'inverse. Si je pense que j'ai besoin dans ma vie d'avoir une personne avec une espèce d'éclat de rire permanent, de mille choses en moi, ou si j'ai besoin d'avoir une personne en effet qui a une forme de profondeur, parce que moi j'aime bien plutôt la superficialité, mais en même temps je suis attiré par la profondeur, ben en effet je vais aller vers cette personne où je vais l'accepter davantage, et en plus il va y avoir une fonction qui va être ce à quoi elle va me faire penser de façon inconsciente, ce à qui elle va me faire penser de façon inconsciente, c'est-à-dire la structure même du départ, ma propre issue de parentalité, d'où je viens et qui je suis. Donc quand on additionne rien que déjà ces deux parties-là, on voit bien que le niveau de conscience est très très faible. Il est très faible. En fait, je dirais presque que la rencontre nous échappe. Il faudrait presque fuir là déjà. Non, la rencontre nous échappe. La rencontre nous échappe parce que il y a ce. J'insiste beaucoup sur la notion du manque parce que véritablement c'est à la fois, pour parler, pour dire un truc un peu dans l'air du temps, c'est à la fois un virus mais c'est à la fois un vaccin. Et vous comprendrez pourquoi c'est à la fois les deux et comment on peut, bien évidemment, c'est un peu le but de ce soir, même en raccourci et même en superficiel, parce que une petite séance comme ça n'a pas du tout l'intention de tout révéler,
mais de pouvoir donner des pistes et puis un peu d'échanger aussi sur comment on peut faire en effet dans cette construction-là. Donc oui, quelque chose nous échappe de façon très puissante au départ. Alors si vous voulez intervenir, dire comme ça, qu'on revienne sur des choses, hein, tout est possible. Hein, c'est pas, on est dans un partage comme d'habitude. Vous vouliez parler, Madame Sandrine? Oui. Ah, la notion de pouvoir. Alors la notion de pouvoir. La notion de pouvoir, je dirais que c'est un petit peu l'effet miroir qu'on renvoie à l'autre dès le départ. J'ai envie de dire qu'on lui donne le pouvoir. Voilà. Alors évidemment, il y en a qui le prennent, comme disait un humoriste célèbre. On leur donne, ils le prennent. Mais c'est la notion du pouvoir qu'on va donner. Alors, à quel moment on peut donner le pouvoir? Alors là, on est en train de lever un petit peu le voile de la fin, mais c'est pas grave. Chut, on va développer un peu déjà. Une des problématiques de la relation de couple ou dans la rencontre, c'est que il faut pas qu'on me voie en fait. Je porte un masque. Alors c'est une métaphore, hein, ça tombe bien, c'est en ce moment, mais je porte un masque parce que je suis un petit monstre ingrat, et si jamais on me découvrait vraiment, on fuirait. Donc si jamais on me voit tel que je suis, je vais fuir. Donc que vais-je faire? Ben, je ne vais pas tout à fait être sincère avec l'autre au départ, parce que si jamais je lui disais qui je suis véritablement, elle partirait. Mais qui je suis véritablement? Ben, je suis juste moi. Je suis une personne qui n'est pas tout à fait pareille que l'autre, et tout est logique, hein, puisque l'autre appartient à un autre monde que le mien. Oui, mais moi, j'ai peur que si jamais il y a un conflit, que si jamais il y a une obstruction, et si jamais il y avait, on n'est pas d'accord, ça s'arrêterait. Ça s'arrêterait. Donc, je vais passer à côté de la sincérité du rapport au départ. Je vais avoir peur. Voilà. Il ne faut pas que l'autre me voie. Donc, je vais renvoyer en fin de compte à l'autre quelque chose qui va s'appeler un effet miroir. Et donc, je vais lui dire que je suis d'accord avec ceci, que cette personne me fait un bien incroyable. Elle peut me faire du bien, mais c'est peut-être incroyable qui est un peu trop. Que, pardonnez-moi, mais j'ai jamais fait aussi bien l'amour qu'avec toi, etc., 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 etc. Et donc, du coup, je vais avoir parce que ça, c'est pour me rassurer aussi que je dis tout ça à l'autre. Vous me direz, mais ça peut être vrai. Bien sûr que ça peut être vrai. Mais nous, on va parler, vous savez, c'est comme dans la notion des addictions et de tout ça, on parle que des risques. Hein, on ne va pas parler que de ce qui est bien aussi. Donc, en effet, le grand risque de la perte de la sincérité, c'est en effet de montrer un autre visage. Voilà. Mais le visage ne va pas durer très longtemps. Il y a un moment où ce visage qu'on va cacher, eh bien, il va falloir qu'il apparaisse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut plus tout à fait supporter de ne pas dire à l'autre que ceci ne nous convient pas, qu'on préfère voir tel type de film, écouter tel type de musique, manger tel type de plat, etc. Parce qu'on peut aller jusqu'à la perte de notre existence, hein, puisque si l'autre vous dit j'aime tel type de restaurant, même si c'est pas vrai, on peut dire oui, pourquoi pas. Tel type de film, oui, pourquoi pas. Tel type de livre, tel type de musique, oui, pourquoi pas. Et non, mais moi, tu vois, je connaissais pas, ça m'a permis de découvrir. On passe une soirée horrible, mais on va dire ça m'a permis de découvrir. Mais vous comprenez que la problématique dans ce moment-là, c'est que l'autre, c'est-à-dire celui à qui on envoie tout ça, il est persuadé que c'est vrai. C'est premier étage, premier niveau, rayon lingerie. Donc c'est vrai, clac. Et si c'est vrai, je veux te faire du bien, mon chéri, ma chérie, je vais en remettre davantage. Donc regarde, tu sais quoi, ce soir je vous ai fait une petite soirée avec la nourriture comme ça, il y a de la musique de fond comme ça, et puis on regarde un film comme ça. L'autre dit tout ce que je déteste, c'est parfait. Combien de temps ça va durer? Je plaisante, j'exagère, je caricature bien sûr, mais c'est cette idée en fait qui est au départ. C'est cette idée de la perte de la sincérité, parce qu'au départ, en effet, on a la peur d'être rejeté, bien évidemment. Donc on va aller dans ce sens qui va être celui de se perdre finalement dans la relation avec l'autre. Et c'est très difficile après de revenir. Oui. C'est une stratégie. Il fait que l'un qui a l'impression d'avoir le pouvoir n'en a aucun, puisque l'autre fait semblant de lui donner le pouvoir pour obtenir quelque chose. Et dans ces jeux diaboliques, si vous voulez, entre guillemets, ils sont tous les deux perdants. Pas toujours, mais souvent. Et surtout maintenant que l'on peut administrer la liberté sans limite, puisqu'on croit qu'on vit dans un monde de liberté. Et parfois, même si la liberté est possible, c'est parce qu'il y a des possibilités à l'extérieur qui n'existaient pas avant, que le mari, souvent à l'ancienne, fournissait. Donc c'était un jeu également. Donc il n'y a pas de victime.
s'il y a des victimes, elle est consentante, puisqu'elle est gagnante dans ce jeu. Mhm. Mais comme vous l'avez dit justement, il y a deux perdants. Et si on ne parle pas de victime, on peut parler de perdant en fait. Parce que celui, je reprends votre exemple, en effet, celui ou celle qui va se prêter au jeu de la perte de la sincérité va avoir une très courte victoire. Et celui ou celle qui va accueillir avec une sorte d'inflation de l'ego le fait qu'il fait beaucoup de bien en faisant tout ça, va avoir aussi une courte victoire. Et c'est donc en effet ces deux rencontres-là encore qu'il va falloir gérer. Alors on va voir un peu comment après on peut gérer ça. Mais vous voyez, pour répondre, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, hein, mais en fait, cette idée de départ, c'est le pouvoir, c'est quelque chose qu'on va donner, c'est quelque chose que l'autre va en effet développer. Et puis, encore une fois, dans la rencontre de départ, il y a beaucoup plus de premier degré qu'on ne le pense. Il y a un besoin littéral d'être rassuré. Hein, vous savez que le premier instinct de l'homme n'est pas la survie au départ, mais c'est le fait d'être rassuré. C'est ça le premier instinct. Donc c'est ce qu'on va essayer de trouver chez l'autre. Comment peux-tu me rassurer? Et en effet, si c'est une stratégie, comme vous l'avez dit, on sait très bien appuyer sur des boutons pour rassurer. Sauf encore une fois, ça ne va pas durer. Ça va être malheureusement, ça va être court hein, dans le terme. Rassurer, c'est un instinct. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté au départ stratégique de rassurer. Ça part de quelque chose. C'est un besoin nécessaire. Vous rentrez dans cette salle dite de conférence et imaginez, vous voyez, je ne sais pas moi, des statues bizarres un peu partout, vous voyez des grands trucs de peinture, il y a une musique à fond, et puis des gens qui se mettent à danser. Vous pourriez trouver ça extrêmement intéressant, mais il y aurait quelque chose en vous qui vous dirait mais qu'est-ce que je fais là en gros? Tu m'as traîné dans un truc, là je connais pas ce gars là, qui va nous parler du couple, puis là je vois des choses qui n'ont rien à voir. En fait, le besoin de rassurer, il va être chez nous très important, on va même le chercher. Et vous voyez que inconsciemment on va le chercher au départ. Qu'est-ce qui va nous rassurer dans l'autre au tout départ? C'est le fait qu'il comporte en nous ce que nous pensons ne pas avoir. Et qu'il émet aussi un parfum de quelqu'un que nous avons pu connaître, même lointain, dans notre vie passée et structurée. Souvent, quand on est un petit peu je ne vais pas dire à l'hiver de la vie, mais à l'automne de la vie, on découvre que les gens dans notre rencontre qui ont compté sont des gens qui ont ressemblé en effet à des formes de parentalité qu'on a pu avoir. Voilà. Et c'est logique, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire et volontaire, c'est quelque chose qui émane des formes inconscientes. Donc, un besoin d'être rassuré. Mais vous voyez là, je fais exprès de dire ces mots, mais la perversité du truc, c'est qu'en fait, l'autre va à un moment donné nous foutre vraiment la trouille, quoi. Parce qu'il va avoir des désirs qu'on ne comprend pas, il va avoir des, euh, des réactions qu'on ne va pas comprendre. À votre avis, à quel moment ça pourrait se compliquer un peu la notion du couple? Donc on part donc il y a la fusion, il y a à la fois une forme de chimie, il y a le feedback que l'autre fait de nous, donc tout ça, ça s'installe. Bien sûr que au tout début, allez, vous avez eu une petite information qui arrive en vous et qui s'appelle oulala. Vous connaissez cette information, le oulala? Non, je vous la développe. Elle est très importante et puis en même temps, nous qui nous définissons comme cartésiens, nous lui mettons un petit coup de pied, le oulala. Le oulala, c'est je rencontre quelqu'un, je suis bien avec, ça se passe très bien. Et puis il y a une petite chose qui arrive assez tôt dans la relation, un peu comme un warning. Voilà. Mais ce warning-là, on se dit, non, avec moi, ça va s'arranger, avec nous, ça va partir, etc. Et souvent, au moment de la rupture, on s'aperçoit que c'est ce fameux oulala. Mais ce fameux oulala, ça ne veut pas dire il faut partir, il faut fuir, il faut arrêter. Ça veut dire si on décide d'aller plus loin dans la rencontre, il faut en tenir compte. Il va falloir dire à l'autre, est-ce que c'est pas une part d'ombre? Est-ce que c'est pas une difficulté? Est-ce que c'est pas, etc., etc. Et donc, on n'est pas à la fin, mais c'est une des pistes aussi. C'est ce oulala de départ, il faut pas le jeter.
il faut l'emmener dans la relation si on a envie de faire la relation, il faut le mettre en pleine lumière, il faut le poser sur la table de chevet, il faut le mettre dans le living room, il faut le mettre sur où vous voulez, il faut l'exposer, et puis il faut souvent le regarder. Alors, comment ça va avec Oulala? J'ai trouvé que ton Oulala était plutôt intense en ce moment. C'est génial, je ne le vois plus, où est-il, etc. Il est presque guéri. Donc, il y a cette idée à conserver, hein. Donc, c'est notre sphère intuitive. Et vous savez que nous, en tant que gardiens, entre guillemets, de l'Occident, je fais exprès de dire tout ça, la sphère intuitive n'est pas forcément quelque chose qu'on développe, parce qu'on l'oppose. Et vous savez aussi que notre grande problématique, c'est que nous sommes dans la dualité permanente, hein. C'est comme si le jour était le contraire de la nuit, la femme de l'homme, etc., etc. Alors qu'en fait, ben oui, les traditions, et notamment la tradition chinoise et d'autres, sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus fins. Et quand vous observez un yin et un yang, vous voyez qu'il n'y a pas de limite et pas de frontières. De l'endroit où vous vous posez pour regarder cette magnifique figure emblématique, vous pouvez voir le noir qui commence ou le blanc qui commence. Et en fait, les deux sont totalement entremêlés. Et c'est une des idées aussi qu'on abordera un petit peu plus tard, mais c'est cette idée de voir qu'il n'y a pas forcément de dualité ni d'opposition. Mais au départ, dans la notion du pouvoir, il y a cette volonté qui va arriver, inconsciente, de déterminer, en fait. Il y a une forme de limite et de frontière qu'on va attribuer à l'un, qu'on va attribuer à l'autre. Et en fait, c'est ce qui va créer, en effet, une circonstance qu'on va appeler le comportement. Et on va donc juger la notion du comportement chez l'autre. Et on va lui attribuer une médaille qui va s'appeler tu es comme ci, tu es comme ça. Et même si nous savons que les gens ne sont jamais leur comportement, bien sûr, il y a quand même quelque chose qui va demeurer. Il va y avoir une sorte d'étiquette qui va demeurer sur le dossier et la personne va devenir ou être comme celle-ci. Donc, ma petite question, c'était, à votre avis, à quel moment ça peut commencer à devenir plus complexe après le passage parallèle à de la énormément de fusion? choses. Quand est-ce que commence la confusion? Là, Sans là, mauvais je jeu de peux mots. vous dire que finalement, Je sais la pas. base de notre Personne n'est existence, en c'est le couple couple ici. mère-enfant. Ah oui. Et dans le couple mère-enfant, vraiment, quand ça marche à Creil, c'est le bonheur. Dans ce bonheur-là, c'est l'enfant qui a une sorte Mhm. de bénéfice fonctionnel, pour grandir, les nourrir, les protéger, les envoyer à l'école, à peu près. Mhm. Et en plus, après, il va couper ce lien, autrement dit, cet amour doit être coupé quelque part, que le cordon ombilical. Et là commence, à mon avis, tout un processus de vie qui est plutôt fonctionnel. Et donc, toutes les stratégies sont mises en place. Si je fais un parallèle, Pardon. ça serait que finalement, c'est quand le cordon ombilical commence Le à drame se commence. développer, Oui, le drame commence, le drame. Pourquoi? Parce que même Donc si si je fais un parallèle, en vous coupant, ça serait que finalement, c'est quand le cordon ombilical du couple commence à se couper que ça peut être, voilà, que le drame la commence. frustration, Voilà. c'est l'un des chapitres principaux de notre existence. Jeune, on sait ce qu'on aime, ce qu'on veut, c'est pas forcément que Dieu va nous donner. Et après, il faut s'accommoder. Et dans cette nécessité d'être en couple, puisqu'on est né en couple, on cède à toutes sortes de tentations, on s'accommode pendant ce temps-là, on avance, tant bien que mal, etc. Normalement, c'est-à-dire que peu importe la longueur du couple, c'est la longueur de vie, il faut essayer de voir si on a le temps de reconstituer normalement toutes les fonctions résolues, presque le couple d'affect et d'amour qui est le couple initial. Parce que c'est là qu'on est. vous allez trop loin. Ah oui, et on n'y arrive pas. Je vais garder une chose après le développement d'autre. En effet, c'est le moment de la frustration. Alors, vous allez trop loin. Donc je vous coupe maintenant, je vous arrête là. Mais je vous arrête. Je vais garder une chose, après on développera d'autres. En effet, c'est le moment de la frustration. Et est-ce que vous avez d'autres idées? Oui. Et au début, je pense qu'on voit que le côté blanc. Et du coup, on occupe tout ça, et puis quand au bout d'un moment, on décide d'être en pleine soi, oui. Voilà. Je pense que quand on tombe le masque, c'est là où, pour moi, donc, à mon sens. Donc, on fait tomber le masque. Voilà. Quand le masque tombe, il peut y avoir ça. Oui. Donc on fait tomber le masque. Voilà. Et quand le masque tombe, il peut y avoir ça.
Il y aurait donc une fracture au moment d'une forme d'autonomie quelque part. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas pouvoir vous donner la parole tout le temps. Ne le prenez pas mal, d'accord? Ne le prenez pas mal. Il faut que je travaille un peu, moi, sinon ça va être terrible. Terrible. Mais je vous invite à revenir et on fera une vidéo tous les deux. Moi, je suis... merci en tout cas. Et si vous voulez, là, pour revenir à ce que vous avez dit et ce que vous dites aussi, c'est que euh, il y a ce moment de l'autonomie. La frustration, ça va être ce moment-là, c'est-à-dire le moment où en effet on va commencer un petit peu à se séparer. Hein, c'est-à-dire ben, on n'est plus en train de poser la question à tout le temps à l'autre, de savoir ce qu'il fait, on le fait ensemble, etc. On va couper quelque chose. Donc on va aller vers ce qu'on pourrait appeler une forme de séparation, mais en fait qui est simplement une autonomie, une affirmation du soi. Et là, en effet, il peut y avoir des formes conflictuelles qui apparaissent. Des formes conflictuelles qui apparaissent, pourquoi? Bah parce qu'il y a un petit personnage qui va arriver, qui est toujours dans l'inconscient, mais l'inconscient est très riche, et vraiment un bel œuf. Et ce petit personnage s'appelle euh, Michel dépendant affectif, d'accord? Ou Josiane, hein, dépendante affective. Et ce moment-là, en effet, bah, cette séparation, il va y avoir donc la sensation de l'abandon. On a parlé du rejet tout à l'heure. Il y a la sensation de l'abandon parce que on va avoir beaucoup de mal sur un point de vue inconscient à qualifier le fait que, supporter le fait que l'autre en effet a une sorte d'espace de vie qui va être totalement en dehors. Alors je vais dire un mot un peu large parce que c'est pas ce qu'on veut, mais finalement c'est un peu ce qui se produit en dehors de notre zone de contrôle. C'est-à-dire il sort du radar. Voilà. Hein, il y a le petit radar, et bien on ne le voit plus. Et là, donc, quand il sort du radar, on va se poser la question de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait. Et en fonction de notre degré de dépendance affective, ben là, il va y avoir en effet des possibilités de conflits qui vont arriver. Le niveau de dépendance affective, on pourrait dire que il pourrait provenir de quelque chose qui n'a pas été totalement abouti ou totalement terminé dans la construction de la psyché, avec une vaste inquiétude qui ressemble en effet à un trou béant, un peu comme, on va dire, un précipice dans lequel on va mettre plein de choses, mais plein de choses qui ont été fantasmées, et qui confèrent en effet à un drame abandonnique. Donc, des réponses qui ne sont pas immédiates, des appels qui ne viennent pas, une présence qui n'est plus assez forte, et notre système va se mettre en branle, le radar va commencer un petit peu à s'énerver, et donc les conflits vont apparaître. Voilà. Et bien sûr que l'autre va parler d'autonomie, et l'autre parlera d'éloignement affectif. Hein. Non, mais je faisais juste cela. Oui, mais je trouve que tu es différent depuis quelque temps. Tu es différente depuis quelque temps. Hein. Qu'est-ce que signifient ces sensations de différence? C'est en effet, c'est que l'autre est en train de rentrer dans son propre jardin ou d'élargir un peu le champ d'expérience, mais sans nous à ce moment-là. Vous voulez intervenir sur quelque chose? Je vous donne plus la parole. Je plaisante. Si vous avez des petites réactions, des choses comme ça sur la dépendance affective ou d'autres termes, des petites bestioles qui seraient dans la forme inconsciente et qui nous pollueraient un petit peu, donc en effet dans cette notion-là. Monsieur Vincent, oui. Alors je reformule. Tu parlais du oulala tout à l'heure, ouais. Ouais. Bah, si, on pourrait répondre que si déjà elle ne veut pas la mettre en lumière, c'est une sacrée lumière. C'est-à-dire c'est un sacré focus sur le oulala. Hein. Je sais pas, on peut prendre un oulala, n'importe lequel. On sentirait par exemple qu'une personne avec laquelle nous sommes, quand ça commence à être un petit peu difficile, elle se ferme littéralement. Voilà. Et on pourrait se dire, mais oulala. Mais si jamais ça se complique entre nous, si jamais il se passe un moment difficile, je ne pourrais pas compter sur cette personne parce elle va faire un espèce de mutisme et elle ne pourra plus rien dire. D'accord? Et en effet, on va prendre ce cas-là. Si la personne dit l'autre, et si on mettait un petit peu en lumière
on pourrait en parler, ben la personne, que va-t-elle faire? Elle va utiliser exactement son système de défense, elle va se fermer. Donc c'est tout à fait logique au départ que lorsqu'on veut montrer le produit caché, la personne fasse exactement ce qu'elle ne fait pas avec l'autre. C'est-à-dire là, en l'occurrence, parler, ou toute autre chose, ou être plus patient. Hein. J'ai trouvé que dans certains moments, tu étais très impatient. Oui, qu'est-ce qu'il y a en fait? Voilà, hein, c'est des réponses qu'on va faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, c'est le fameux encore, hein, dans la relation qui va être marqué, hein, le temple d'Encor. Hein, vous connaissez l'espace temple d'Encor, lui, il est là. Et donc, en effet, quand on va le montrer, eh bien, en fait, la personne qui est le possesseur du oulala va avoir du mal à le mettre en pleine lumière. Donc, c'est à l'autre. Mais l'autre, bien sûr qu'il il est aussi propriétaire d'un oulala. Évidemment, parce que c'est c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. N'oubliez pas, des personnes différentes mais un peu complémentaires, dans une forme de complétude, qui veulent se comprendre mais qui sont complètement différents. Et il y en a un qui dit oui mais il y a toi t'es comme ça, puis l'autre il dit oui mais toi t'es comme ça. D'accord? Et en effet, ben, qu'est-ce que c'est que l'autre? Alors je vais vous dire une banalité, mais c'est une banalité qu'on oublie, puisqu'avec cette histoire de couples qui ne font qu'un, il faut qu'on aille un petit peu plus loin et puis qu'on fasse un progrès en mathématiques pour faire en sorte que 1 plus 1 puisse faire 3. Et ça, c'est la projection de l'équation mathématique du couple. Alors, je vous rassure, le troisième n'est pas quelqu'un en plus. Hein. C'est, c'est que. Non, non, bon, ça aurait pu, mais c'était pas le thème de ce soir. Mais on en reparlera. On en reparlera. Il est derrière. Il est là. Ouais. Le 1 plus 1 égale 3, bien sûr, c'est le 0,5 qu'on va rajouter. Et ce 0,5, bah oui, c'est cette capacité, en effet, à être aussi, je dirais, je vous parlais tout à l'heure de virus, mais d'être un petit peu le vaccin aussi. Hein. C'est-à-dire la capacité à montrer aussi à l'autre quelque chose. C'est à travers l'altérité du miroir que l'autre nous propose qu'on peut se découvrir soi-même. Hein. C'est difficile, soi, seul, de pouvoir comprendre quel est notre oulala, si on reprend cette expression proverbiale. Donc, il est tout à fait logique, pour répondre à la question de Vincent, que l'autre émette une résistance quand on va montrer ce qu'il veut cacher. Hein, c'est le principe de la part d'ombre chez Jung. Hein, vous savez, c'est la fameuse histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, très court. Donc, Dr. Jekyll voilà, voulait absolument faire le bien dans le monde entier. Il invente une potion, je vous la fais très courte. Il la prend, etc. Il la teste sur lui. Et puis il se sent vraiment de mieux en mieux, et puis il dort mal, puis il s'aperçoit qu'il dort de plus en plus mal. Il a même des trous de mémoire, il ne sait plus trop ce qui se passe, et puis il prend le journal le lendemain, il s'aperçoit qu'il y a une personne dans un quartier de Whitechapel qui commence à faire des choses un peu bizarres. On est dans Londres de la fin du 19e, et puis ben, il en prend de plus en plus de sa potion. Et puis un jour on apprend en effet que le bon docteur Jekyll a totalement disparu, mais que Mr. Hyde, caché, hein, en anglais, hein, caché, monsieur caché, est très vivant, bien vivant, et que lui, il commet des atrocités partout. En clair, le oulala, donc la part d'ombre, en fait, que nous voulons planquer sous la moquette, ben, l'altérité, la capacité qu'a l'autre d'être avec nous, si c'est accepté, ben, c'est aussi la capacité de mettre à jour et de ne plus planquer sous la moquette cette part d'ombre. Mais il faut que ça soit accepté par les deux. Hein. Et d'ailleurs, c'est de là aussi que va dépendre parfois la durée du couple, lorsqu'il s'autorise à se quitter si ça ne va plus, hein, parce que ce n'est pas non plus encore tout à fait réel cette idée-là, mais lorsqu'il s'autorise à se quitter lorsque ça ne va plus, c'est souvent parce que cette part d'ombre n'a pas pu être exhumée en fait. Ces parts d'ombre, on va dire, n'ont pas pu être exhumées. D'autres petites remarques, si vous voulez, comme ça me permettrait de boire un petit peu d'eau. Je ne sais pas où il y en a d'ailleurs, je sais pas. Non, ouais, ben merci, c'est gentil. Je regarde l'heure en même temps. Hop. Voyons voir. Ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Alors ce couple, que va-t-on en faire? On est arrivé au moment où la part d'ombre est là, où la lutte de pouvoir va arriver, où les mécanismes de l'inconscient nous révèlent que finalement ben, l'autre est tout autre. On a vu aussi que la sincérité était difficile dans un couple, puisque la sincérité appelle la possibilité que l'autre nous rejette.
Et puis le manque de sincérité appelle aussi à un moment donné, qui est un petit peu à plus long terme, on va dire, le fait d'être rejeté également. Hein. Donc, comment faire? Quoi faire? Hein, c'est la question qui va se poser à un moment donné. Comment modifier ça? Oui, tu veux dire quelque chose? On peut. Non, non, on a bien compris le message. Hein. Oui, oui. Bon, on va y aller, on va y retourner. Hein. Ah, vous allez y arriver, vous allez y arriver. Non, c'était. Non, non. Non. Je vous donnerai des petits tickets. Pardon, je fais ça. Allez-y. Oui. Vous n'avez pas entendu ce qui a été dit là? D'accord. En fait, oui, oui, c'est normal. Oui, oui, c'est normal. Donc, en fait, ce que disait Sandrine, en fait, c'est que il y a souvent une confusion dans la sincérité. Elle disait, bon, elle parlait de la sincérité masculine et elle blaguait un petit peu. Et elle disait, il y a une sincérité, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire à l'autre, on va vivre ensemble, on va faire un enfant, etc. C'est peut-être vrai sur l'instant, mais par contre, ce n'est pas tout à fait ce que la personne pense. D'accord? Donc il y a une dimension de sincérité chez certaines ou certains d'entre nous, pardon, qui serait peut-être à définir. Voilà. Un mélange entre la sincérité, l'envie, le désir, le on n'y est pas encore, mais ça va arriver, fais-moi confiance, etc., etc. Vous voyez? Et donc en effet, cette sincérité-là, on ne sait pas si c'est vraiment de la sincérité. Hein. Alors, on pourrait en effet l'appeler manipulation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une. Alors, quand on va dire manipulation, on va parler d'une intention de départ. Hein. Quelle est l'intention de départ en effet? Si c'est en effet pour être avec l'autre à tout prix, hein, c'est un peu ça que vous voulez dire. Ouais, ouais. Donc là, ça serait par exemple dans le cas où la personne voudrait être avec l'autre à tout prix, c'est ça, et donc lui dirait on va faire un enfant, on va vivre ensemble, etc. D'accord. Alors, ça peut l'être. Et puis, parce que ça peut être un cas en effet très générique. Et puis, on va ouvrir une porte derrière. Il y a une porte derrière qui est celle d'une volonté de guérison. D'accord? Et là, je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et derrière la connaissance du oulala qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, il peut y avoir en effet une intention qui soit derrière. Je vais arriver à cela. D'accord? C'est-à-dire, je vais arriver à pouvoir vivre avec toi, faire un enfant, si on reprend les mêmes choses, parce qu'il y a une intention derrière de guérison. Voilà. Mais il est évident, et vous avez entièrement raison, que si l'incapacité de guérir, je dirais quelles que soient les raisons, soit parce que on n'a pas accepté, par exemple, d'être accueilli dans une forme d'accompagnement, mais ce n'est pas non plus une obligation, soit parce qu'on n'a pas réussi soi-même à dépasser tout cela et à pouvoir se guérir, eh bien automatiquement, et c'est tout à fait normal, la personne à qui on a fait la proposition, c'est-à-dire la promesse, va automatiquement ressentir la notion d'une trahison absolue, hein, puisqu'il y a des conséquences dans les mots. Il y a des conséquences et les mots qui ont été prononcés sont des mots qui sont forts de sens. Dans la relation à l'autre, il y a toujours donc une conséquence et une conscience dans les mots qu'on va prononcer. Ce qui fait qu'on a beau avoir une intention de la guérison de soi, on a beau avoir une intention en effet de dire que avec entre guillemets du temps, de l'énergie, de l'accompagnement, tout va s'arranger, si ça n'est pas le cas, il y a une hyper souffrance de celui ou de celle qui a accueilli l'idée que ça pouvait être. Hein, ça pouvait être. Non, on n'a pas terminé. Non, on n'a pas terminé. Non, non. Oui, parce que c'est mon métier. Non, non, je vous réponds, non. Eh ben, attendez, on y va. C'est pas fini. On avance, on avance.
Et non, parce que pour l'instant, d'abord, tout n'est pas terminé. Hein. Il faut que vous accueilliez le fait aussi que c'est un petit peu comme un film. Il y a un scénario, il y a du drame, il y a une impasse. Vous venez de la... Oui, oui. On peut développer ce que veut dire le mot thérapie, si vous voulez. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Ouais. Et qu'est-ce que veut dire le mot soigner, en fait? Ben non. Une des versions assez langage des oiseaux du mot soigner, c'est finalement se nier, d'accord? Mais pas dans le sens se renier, c'est-à-dire faire un petit pas de côté du soi, d'une façon de l'ego, en fait. On ne parle pas de thérapie dans ce sens-là, en fait. On parle d'une thérapie qui vise à se comprendre soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre n'est pas uniquement un outil de thérapie, c'est un autre qui arrive. Et y a-t-il un autre? Ça, c'est la grande question, d'ailleurs. Y a-t-il un autre? Ou n'y a-t-il pas d'autre? Est-il qu'une expression, finalement, de nous-mêmes? Donc c'est peut-être par là qu'il faut aller aussi. Ce que nous appelons la thérapie, finalement, c'est l'idée que, à la fois nous et l'autre, on serait un petit peu malade et qu'il faudrait le guérir. Mais c'est aussi parce que l'autre, on lui donne une dimension tout autre, c'est-à-dire duel. Et on verra que c'est peut-être pas tout à fait ça, enfin en tout cas dans ce que je vais dire ce soir. Voilà. Petite remarque, on continue? Envie de dire quelque chose? Oui? Oui, dans ce que vient de dire par exemple Sandrine, oui. C'est et n'oubliez pas, Amand, c'est vrai que encore une fois, l'autre est autre dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'en en fait, on va lui demander de nous comprendre alors qu'il a une autre structure de pensée que la nôtre, quoi. Et en effet, quand on dit à l'autre après, dans ce cas très précis, oui, mais tu sais, je suis en cours de réinitialisation, hein, si je peux dire ce mot. Il y a je suis en train de faire une mise à jour. L'autre va dire, bon, bah, c'est moi, mais moi non. Moi, c'est maintenant. Je ne vais pas attendre que tu rebootes, que le disque dur soit nettoyé. Donc, en effet, c'est à la fois à l'endroit où nous sommes et qui nous sommes, et c'est difficile. C'est ce moment-là qui est difficile. Oui, bien sûr. Oui, oui. Elle met justement sur le point de vue de la morale et de l'éthique la relation entre ces deux êtres. Hein. Alors, bien sûr, là, on pourrait dire, oh là là, mais ça devient très compliqué. Alors, le couple, c'est pas juste une rencontre. Il faut avoir lu Spinoza, il faut connaître Éthique à Nicomaque. Enfin, ça devient, moi, je vais arrêter, je vais finir seul. Moi, ben, certains peuvent le dire à un moment donné aussi. Hein. Et on va, pour rebondir un peu sur tout ça et continuer avec un petit peu de légèreté aussi, en effet. On va aller vers une demande, notamment quand on a eu des expériences, comme on dit, ou des échecs, comme on peut dire, c'est des mots qu'on emploie aussi, vers, vous savez, ce fameux mot de on est entre amis, tu cherches quelqu'un, oui, et comment tu voudrais cette personne? Oh là là, simple. Vous voyez la simplicité, voilà. Hein. Simplicité, c'est un très beau mot en fait, simplicité. Hein. Si vous le regardez dans la simplicité, on revient un peu dans la sincérité dont nous parlait Sandrine, parce que c'est important. La simplicité, en fait, c'est un vieux mot qui signifie sans pli. Et dans certaines médecines traditionnelles, eh ben, c'est dans l'endroit où il y a des plis que les choses stagnent, et c'est là justement que la maladie arrive, entre guillemets. Alors vous comprenez la maladie symbolique hein, qui va arriver du couple dans ces moments-là, lorsqu'il y a des plis.
lorsqu'il y a des petites zones d'ombre comme ça. Hein. Donc nous, on va chercher en effet la relation simple, hein, sans pli. Voilà. Cette relation simple, bizarrement, quand on a eu des relations un peu complexes, on va la rechercher. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais très vite, cette relation simple va manquer un petit peu de sel. Elle va manquer un peu de dopamine, d'adrénaline. Elle va manquer d'endorphine. Voilà. Et en fait, on voit bien vers où on va, en fait, hein, sans dévoiler la petite fin qui s'est déjà entreaperçue. Mais ce n'est plus tout à fait avec l'autre qu'on se guérit. C'est la volonté de se connaître soi, en fait, qui va arriver derrière, en fait. C'est la grande dimension, finalement, la grande, l'extraordinaire voyage de l'altérité et du couple. C'est un petit peu la magnifique dimension de la connaissance du soi, quelque part. Vous savez, c'est un peu comme, alors je ne vois pas encore un terme de thérapie, mais c'est mon environnement. Alors, sans aller aussi rapidement, mais c'est une partie, et puis on va essayer de voir comment aussi. Hein. Quand on fait par exemple l'exercice de la thérapie, et notamment avec des, on va dire, des supervisions ou des formations au départ, on entend souvent oui, mais moi ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, pour pouvoir accompagner les gens, il faut que je sois parfait, parfaite, guéri de tout, etc., etc. Alors, d'abord, je ne sais pas si on peut être parfait, parfaite et guéri de tout, hein, mais je vous donne juste mon témoignage. Moi qui suis loin d'être parfait et guéri de tout, j'ai trouvé que les plus grands thérapeutes que j'ai jamais rencontrés dans ma vie, c'était les gens qui étaient en face de moi. C'est eux qui m'ont donné inconsciemment une force extraordinaire de dépasser mes propres peurs, de dépasser mes propres ennuis, de dépasser mes souffrances, parce que ils étaient à cet instant-là les personnes les plus importantes de ma vie. Et je comprenais quand, en étant avec eux, je me découvrais des ressources, des valeurs, des capacités que je n'aurais pas soupçonnées. Parce qu'il y avait un but. Il y avait un but à ce moment-là. Alors le parallèle que je veux faire par rapport à ça, c'est qu'en effet, de façon inconsciente, le principe de l'altérité va nous amener à la découverte du soi. Et c'est peut-être finalement dans cette possibilité-là que quelque chose d'autre pourrait se produire dans la relation avec l'autre. Mais en même temps, pouvons-nous exiger de quelqu'un qui a 18 ou 20 ans qu'il ait une parfaite connaissance de lui-même ou que l'autre soit la connaissance de lui? Ben non. Hein, on va accepter que ces modules de vie soient aussi des essais qui vont petit à petit se transformer. Et la réalité aujourd'hui de notre ère, de notre siècle qui commence, c'est qu'on va accepter aujourd'hui peut-être qu'en effet, ça ne sera plus tout à fait et toujours la même personne qu'on rencontrera au début et avec laquelle nous finirons. Et ça ne sera pas pour autant aujourd'hui montré comme un échec. Il y aura une forme de compréhension des différents âges de nos vies. Lorsque nous changeons, l'autre ne change pas forcément au même rythme que nous. Ça... Vous voulez dire de se quitter ou de rester ensemble? Hmm, je comprends, ouais. Hmm, hmm. Ah, je ne me serais pas permis. Hein. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, non, je comprends, je comprends. Et c'est pour ça que pour rebondir un peu sur ce que vous dites, en effet, ben, on va accepter les différents âges de nos vies. Et vous voyez, les Grecs, par exemple, nous disaient que nous étions adultes à partir de 40, 45 ans. Et que l'adolescence se poursuivait jusqu'à 40, 45 ans, parce il y avait ces notions-là. Bon, une ouverture. Oui, oui. Ouais. Et c'est la grande difficulté de la rencontre du départ, celle de 18 ou 20 ans, c'est qu'en effet, on a appris, mais sans qu'on nous force. Voilà, une poussière d'étoiles qui se balade depuis des millénaires.
que c'est avec la personne du départ qu'il faut quasiment tout créer. Hein. Bon, j'exagère, je caricature, mais c'est à peu près cette histoire. Ce qui fait qu'en effet, la pression dont vous parlez, elle est dans la réalisation de tout ça. Hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le fameux détournement, l'enfant, la maison, le travail, etc. etc. Et on s'aperçoit d'ailleurs, quand on a plusieurs vies, qu'il y a un moment de stabilité qui arrive et qui n'est plus dans l'hyper-demande de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est plus un objet qui doit donc porter la magie de la réalisation de tous nos souhaits, de toutes nos demandes, ou, je reprends encore le terme, de toutes nos guérisons. En fait, il est une partie de quelque chose. Et cette partie va devenir, et c'est un mot qui est magnifique, suffisante. Voilà. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de déflation, il y a quelque chose qui va être autorisé. Et on va donc ouvrir un champ de permission. Voilà. Mais encore une fois, pour que ce champ de permission puisse exister, eh bien, les notions inconscientes qui sont liées notamment à la dépendance affective, bah, il va falloir les travailler un petit peu, hein, puisque si on va dire par exemple, bah, tiens, j'ai rencontré Michel l'autre fois, il m'a dit que tu avais parlé de ce problème avec lui, sous-entendu, moi, tu ne m'en as pas parlé. Si je découvre que l'autre fois tu as fait ceci, tu as fait cela, etc. Donc ça nécessite évidemment d'avoir un dialogue et aussi un espace de liberté. Hein. Et l'espace de liberté dans la relation avec l'autre, bah, c'est un grand champ d'expérience. C'est un grand champ d'expérience. Qu'est-ce que ça signifie encore aujourd'hui d'avoir un espace de liberté dans la relation avec l'autre? L'inconscient a du mal avec la notion de la liberté, par exemple. Hein. La liberté, pour bon nombre d'entre nous, et je ne dis pas vous, mais bon nombre, c'est la capacité donc de faire ce qu'on veut quand on veut. Hein. C'est la notion de la liberté. Et puis pour d'autres, ça va être la capacité d'être débarrassé de certaines émotions qui pourraient justement empêcher une relation normale de pouvoir se faire. Donc, avec la notion de la liberté, il y a beaucoup de travail à faire autour de ça. Mais c'est une des structures, en effet, qui va nous permettre de pouvoir solidifier, si on peut solidifier, quelque chose dans la nature même du couple. Oui. Il faudrait inventer un jeu, un jeu de société, où on finirait mal ou bien, je ne sais pas, ou ensemble, ou totalement séparés. Ça existe peut-être déjà, ouais, en bagarre, où en effet on dirait, mais qu'est-ce que tu vois là, hein? Bon, vous le savez, on va pas faire, comme on dit, de la psychologie rapide, mais vous savez très bien que bah, nous ne sommes pas du tout structurés dans l'interprétation des événements tous de la même façon. Ce qui fait que c'est pour ça que quand on travaille avec des gens, par exemple, qui ont besoin de retrouver un petit peu d'affirmation d'eux, on leur dit, mais surtout, comprenez bien que la réaction de l'autre n'est pas dépendante de ce que vous venez forcément de dire, mais de sa propre construction. Hein. Puisque si vous dites la même chose à trois personnes différemment, eh bien les trois personnes pourraient avoir une réaction différente. Ça veut bien dire que ce n'est pas forcément que l'émission qui va avoir une portée en effet sur la réaction, mais ce sont les constructions des autres. Et n'oubliez pas que ces couples, la plupart du temps, ils sont fabriqués avec des constructions qui sont différentes. Donc d'où la grande difficulté, en effet, de pouvoir communiquer entre soi et surtout d'être compris, de se comprendre. De se comprendre, ouais. Ouais. Difficile de se comprendre. Hein. Hein, ouais, ouais, ouais. Avez-vous, globalement, oui, ouais, ouais. Si, si vous avez envie de donner, vous, non pas un exemple de votre propre histoire, c'est pas le but, mais de dire la possibilité de pouvoir se comprendre, c'est qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple, un mot qui pour vous pourrait résonner comme la possibilité de se comprendre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, Marie? Difficile en couple, ça. Mais tu as entièrement raison. Non, mais tu as entièrement raison. Mais dans notre quotidien du couple, tu as entièrement raison. Hein. Comment on fait, je trouve ça très intéressant, comment on fait, par exemple, pour mettre en place cela? C'est-à-dire, j'ai une réalité qui est la mienne, et puis l'autre, il a une réalité qui est la sienne. Bon, on fait quoi avec ça? Oui, oui,
Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, à ton avis, la plupart du temps? Et là, on revient dans les sphères de l'inconscient, qui est un peu le thème. Alors, si on simplifie l'ego, si on le simplifie, on va parler plus simplement des émotions. Voilà. Qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir cette lucidité sur l'instant? C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être, mais c'est un emportement en effet émotionnel. Alors, on va pas aller sur qu'est-ce qui construit l'emportement émotionnel, parce que là, on irait dans des psychés un petit peu profondes et puis on n'aurait pas trop le temps. Mais c'est juste pour dire, là ici, on a une forme de lucidité parce que à peu près, vous n'êtes pas, je l'espère, pas trop énervé. Euh, et en même temps, bah, lorsque nous sommes dans la relation à l'autre, il y a cette, ouais, il y a cette espèce de truc qui remonte là. Mais c'est quoi ce truc qui me remonte? Mais c'est comme si le truc qui remonte à l'intérieur disait, mais bon Dieu, mais tu m'aimes pas pour pas me comprendre à ce point-là? Tu sais pas qui je suis. Hein, c'est ça qui est à l'intérieur là. C'est cette espèce d'impossibilité finalement de comprendre que l'autre ne nous connaît pas. Hein. Ça va nous bloquer littéralement, quoi, vous voyez? Percevez bien, ça va nous empêcher d'avoir cette lucidité. Parce que après, on l'a quand on est assis, quand on est avec d'autres, quand on est en train d'écouter des audios, mais bien sûr, tout est logique. Par contre, comment on peut faire dans notre histoire à deux pour que ces moments-là puissent exister le moins possible? C'est-à-dire ces moments où, oui, ouais, ouais. Non mais, non mais on va garder, on va développer, on va aller un petit peu là, on va un petit peu là, on va aller un peu là, et on va parler de la petite construction, de façon assez simpliste de ma part, du cerveau. On a longtemps pensé, par exemple, que les chaînons neuronaux disparaissaient pardon, à partir d'un certain âge. Voilà, on disait, voilà, il n'y en a plus, ça se reproduit plus, on est en perte sèche tous les jours, mince. Ben, et on a découvert que non, en fait. C'est pas tout à fait comme ça que ça se produit. Il y a encore des systèmes de chaînons neuronaux qui viennent se multiplier quasiment jusqu'à notre mort. Et quand on étudie bien cela, on s'aperçoit qu'en fait, le chaînon qui va arriver, il porte un petit, je vais faire exprès de dire ce mot, un petit ADN de l'histoire, mais en même temps, il a une part de vide. Et la part de vide, elle sert à quelque chose de très important. Elle sert à l'apprentissage. Mais un apprentissage ne peut se faire que dans une seule condition. Un apprentissage long. Je ne parle pas d'un apprentissage, par exemple, qui me vient à l'esprit, un apprentissage militaire. Je vous dirai pourquoi je te dis ça. Un apprentissage long ne peut se faire que dans une certaine condition. C'est qu'il faut qu'il y ait une plasticité du cerveau. Et la plasticité du cerveau, c'est aussi un apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, si on prend le temps d'avoir des plages, en effet, d'échange, dans des formes de calme, mais attention, je ne dis pas, quand il y a la tempête, on dit hop, 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 non. C'est l'inverse qui se produit. C'est parce qu'on va volontairement, donc c'est une volonté, c'est déterminé, on va volontairement induire dans la notion du couple des systèmes de partage dans des formes de plasticité retrouvée du cerveau, traduction dans le calme, d'accord, que nous allons pouvoir apprendre au cerveau à multiplier cela. Et il va en avoir un état réflexe. Ça veut dire que lorsque les choses vont monter, puisqu'on va avoir cet apprentissage, on risque de redescendre plus vite, plus tôt. Et on va en effet pouvoir amener quelque chose comme ça. Ça veut donc dire que dans les petites techniques de relation à deux, ce n'est pas à chercher absolument, quand la colère est en train de se produire, un apaisement, par la justification ou par la volonté de dire à l'autre qu'il a tort ou qu'on a raison ou l'inverse, etc., etc. Mais non, c'est plutôt lorsqu'on sent que le couple va pouvoir se créer, donc il y a une projection qui va arriver, d'instaurer le plus avec une véritable détermination des plages comme celle-ci. Et c'est ce qui vont non pas empêcher que ça arrive, mais réduire l'intensité dévastatrice de l'onde, de la colère, de la tristesse, de tout ça, etc. Donc c'est un apprentissage aussi.
Hmm. Je crois que vous êtes en train de faire l'unanimité. Bon, cher ami, merci pour votre intervention une fois de plus. Alors, pour poursuivre dans votre sens, en effet, on pourrait imaginer que il pourrait y avoir en effet ça. De quoi on parle en fait? On parle en effet d'une forme éducative quelque part. Bon, on pourrait penser en effet qu'il serait bien d'introduire des disciplines, etc., etc. Alors, ça serait super. Et aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Vous savez, le mercredi après-midi, le samedi matin, je vois beaucoup de papas ou de mamans arriver avec des enfants qui sont très intelligents, dont on donne des termes maintenant, des HPE, des HPI, etc., etc. Ils sont très intelligents, etc. Et le parent, en fait, il parle à son enfant comme si, en effet, c'était un adulte. Et en fait, il voit en effet que l'enfant capte, rebondit, c'est super intéressant, etc. Il y a un tout petit détail, c'est que il n'a pas la sagesse de tous ces niveaux, de tous ces degrés. Et très souvent, en fin de compte, l'enfant, lui, il va prendre une partie de ce qui est dit comme étant une réalité absolue. On le voit dans certains exemples où on va essayer justement de redonner une dimension d'enfant à l'enfant et où le parent, sans le vouloir, va lui donner une dimension d'adulte. Mais ce que le parent ne voit pas, c'est que ce n'est pas forcément le parent qui se baisse, c'est souvent l'enfant qui devient très grand. Et souvent, il le regarde comme ça. Et donc, ça veut dire que même si on donnait une dimension éducative, ce qui serait déjà très bien, ça ne suffirait pas non plus. Ça ne suffirait pas. Ça veut dire qu'il y a donc une autre dimension à trouver quand on est deux. Et cette dimension, en effet, c'est pas forcément la dimension de la guérison, comme on disait tout à l'heure, mais plus une notion qui va arriver à un moment donné sur la connaissance du soi, en fait. Cette espèce de libération de nous-mêmes. Que vous preniez la psychanalyse, la psychologie, que vous preniez les grandes traditions, au final, même si les mots sont différents, on va vers cette idée de la libération. Cette idée de la libération. Alors, tout à l'heure, on disait 1 plus 1 égale 3. Bon, le virgule 5, il faut le trouver pour qu'on puisse, en effet, arriver à cette harmonie, en fait, à cet équilibre. Dans la notion de l'équilibre et de l'harmonie, ça aussi, c'est un mot étrange, puisque souvent on dit moi je voudrais être équilibré, je voudrais avoir beaucoup plus de joie. Oui. En fait, c'est pas d'équilibre dont on parle, c'est qu'on veut beaucoup plus de quelque chose. Et en fait, l'équilibre, c'est quoi? C'est aussi une forme d'acceptation. Le mot n'a pas encore été prononcé, mais c'est aussi une acceptation. L'acceptation, c'est un équilibre, c'est deux choses contraires qui tiennent ensemble. C'est pas que un truc super bien qui tient tout seul. Non, parce que bizarrement, le truc super bien, soit il est tellement léger qu'il s'envole, soit il est tellement lourd qu'il plombe. Donc il y a un effet, en effet, d'équilibre et d'harmonie qui va arriver. Et très souvent, l'équilibre et l'harmonie se fait par le biais d'une forme d'acceptation, une fois qu'on l'a décidé, une fois que ça nous convient, acceptation de la différence que représente l'autre. Alors vous savez, on a des phrases très convenues en Occident et ailleurs, il y en a aussi, mais je parle que de l'Occident là. Il y a des phrases très convenues, avec notamment une phrase d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Saint-Exupéry, qui nous a écrit des textes magnifiques et qui nous dit loin de me nuire, ta différence m'enrichit. C'est très beau, hein, c'est très beau. Mais finalement, quand je dis que j'aime bien quelqu'un, c'est parce que je partage les mêmes idées. Quand je dis que j'aime bien quelqu'un, c'est parce qu'on a le même parti politique. Quand je dis que j'aime bien quelqu'un, c'est parce qu'il pense comme moi. Si je l'aime bien, c'est parce qu'il fait comme moi. C'est très intéressant. Donc, le degré d'acceptation dans notre idée de la tolérance, il est encore à construire, il est tout neuf en fait en Occident. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au-delà des concepts, et la notion de la tolérance, elle est très difficile à maintenir avec, dans la notion du couple. Bon, je vous ai bien plombé. Euh, Là, vous êtes en train de vous dire, mais donc ça paraît impossible tout ça. Hein? Oui, non.
c'est très dur la confiance. Alors, déjà parce que, non, parce que qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Si vous prenez un croyant, si vous prenez un scientifique, le croyant dit j'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de preuves. Et le scientifique dit mais quasiment aucune preuve ne me satisfait. Et les deux se retrouvent dans des formes entre guillemets d'extrêmes où ils n'ont ni l'un ni l'autre eu la réalité de quelque chose, mais ils ont une vibration qui les emmène vers quelque chose qu'on pourrait presque parfois d'ailleurs assimiler si on était un peu taquin, mais on ne l'est pas. Hein. Ça serait presque la même chose, mais c'est pas vrai. Mais on continue. La confiance, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, alors je vous parle de mon petit métier, mais quand quelqu'un me dit mais comment je vais faire pour avoir à nouveau confiance dans un homme, dans une femme, je dis mais vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que la confiance que vous allez voir, peut-être qu'elle est feinte. La confiance la preuve que vous voulez trouver, elle va peut-être durer pendant 5 ans, puis la 6e année, tout va s'écrouler. En fait, je vais dire un mot qui va fâcher, hein, mais je vais le faire exprès, on est entre nous. En fait, si on a décidé d'être avec l'autre, s'il ne nous maltraite pas, si elle ne nous malmène pas, c'est presque une foi. C'est presque qu'il était une foi d'être avec l'autre. Il n'y a pas de preuve, en fait. Il n'y a pas de preuve. D'ailleurs, plus on va chercher des preuves, comme disait quelqu'un, plus on rencontre des preuves d'amour. Hein, des épreuves d'amour, en fait. Plus on cherche les preuves, plus on rencontre les épreuves. Et alors, ça veut dire que là, ben, il y a un lâcher-prise. Tiens, acceptation, lâcher-prise. Alors c'est vrai que c'est des mots qu'on n'aime pas. Ah oui, lâcher-prise, machin, l'instant présent, il nous saoule, tout ça. Ok, ben, on va quand même y aller, un petit peu. Hein. Ah, c'est saoulant, ça. Encore la psychologie à 2 balles, le développement personnel, ça. Tant pis, on y va quand même. Le lâcher-prise, donc, c'est la capacité que cette expérience de foi puisse exister. Et dans l'expérience de foi qui peut exister, ben, si jamais il y a une problématique au départ, à votre avis, quel mot va surgir? Quel beau, très beau mot, aussi dur que la tolérance, aussi impossible que la tolérance, va surgir pour que ça continue. Derrière, alors il y a eu l'acceptation, on l'a dit. Après, il y a donc la foi, si je puis dire, il y a la confiance. Et puis il y a quelque chose qui va arriver derrière, qui est encore plus difficile que tout ça, ben, c'est le pardon. Ah oui, c'est le moment le plus difficile, hein, puisque encore une fois, dans notre système de pensée, le pardon, ça correspond presque à une notion qui voudrait dire je suis d'accord avec le mal que tu m'as fait. Voilà. Mais en fait, non, vous savez très bien à qui on pardonne en fait. En fait, le pardon, c'est cette libération à un moment donné de l'obsession que nous avons de notre souffrance. Quand je dis notre souffrance, je ne dis pas qu'on fait exprès de souffrir, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais nous avons une obsession de notre souffrance qui est inconsciente parce qu'on nous a fait du mal. Et lorsque nous voyons en effet le reflet de notre souffrance dans chaque acte de l'autre ou dans chaque lumière qui s'éteint ou chaque jour qui se lève, et automatiquement, il y a derrière en effet un pardon qui est impossible. Voilà. Il y a une réconciliation qui est impossible. Et la réconciliation pour aller... quelle heure est-il au fait? Je ne sais rien. Oui. 9h41, on avait dit que ça durait 1h15, 1h30. On va bientôt conclure alors. La réconciliation, en fait, c'est peut-être une des... C'est marrant parce que réconcilier, c'est réunir en fait. Et on s'aperçoit qu'au départ, si quelque chose n'a pas fonctionné dans notre histoire à deux, c'est bien qu'il y avait des formes de dualité. Et si la dualité, elle était nécessaire au départ, c'est parce qu'on avait besoin de s'identifier, c'est d'avoir une identité. Et si l'identité de départ est nécessaire, c'est parce qu'il y a une connaissance de soi qu'on ne connaît pas vraiment. On a besoin d'exister à tout prix, et à tout prix, à tous les prix. Et la fin, la possibilité peut-être, ça serait cette réconciliation, encore une fois, hein, si tout va bien avec l'autre, s'il ne nous malmène pas, s'il ne nous maltraite pas, s'il ne nous fait pas du mal, il y aurait cette possibilité de réconciliation, c'est-à-dire de se réunir à nouveau. Voilà. Et là, peut-être que là, en effet, il y aurait peut-être un qui pourrait exister. Mais bizarrement, dans ce 1, c'est la somme du 1,5 et du 1,5. Donc, autre mathématique que je vous soumets ce soir, 1,5 plus 1,5, ça fait 1 aussi. Hein. Donc on a fait des mathématiques appliquées. Je sais qu'il y a des enseignants, des proviseurs, des chefs d'établissement dans la salle, vous me pardonnerez. Mais on est donc dans cette finalité de la réconciliation. Donc, si je faisais une petite synthèse de tout ça, je dirais que la rencontre, celles qui vont compter, on va dire, pour nous, ce sont parfois, oui, sans le savoir, des choses que nous croyons, que nous n'avons pas,
mais en fait que nous avons, mais que nous ne mettons pas au jour non plus. Ensuite, il y a un petit parfum, en effet, qui résonne et qui nous fait penser à quelque chose qu'on ne sait pas, mais qui est souvent le fruit de notre histoire d'enfance. Lorsque la fusion est partie et que la confusion arrive, que la frustration se met en place, que l'autonomie arrive, bah, il y a une chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc du conflit, de la peur. On va commencer à ne plus se comprendre et on va commencer à expliquer à l'autre en effet comment il doit nous comprendre, mais l'autre ne peut pas parce qu'il est sur son point de vue. Et en effet, on va essayer peut-être, comme tu disais Marie, d'avoir aussi, de comprendre le point de vue de l'autre. Mais pour tout ça, il va falloir qu'on mette en place des plages entre nous deux, qui soient des plages de réconciliation, d'acceptation de l'autre, pour savoir s'il y a la permission peut-être de pouvoir se retrouver, si c'est possible, si c'est ce qu'on souhaite, si c'est ce qu'on veut, ou poursuivre une autre histoire et aller vers quelqu'un d'autre. Mais finalement, y a-t-il un autre? L'autre n'est-il pas simplement une projection de nous-mêmes? Vous connaissez l'histoire de Ramana Maharshi, que tu connais bien. On est dans une région perdue de l'Inde, village, etc. Et puis les Anglais arrivent, à ce moment-là, ils adorent en effet l'Inde, etc., l'Asie. Le type, il a 3 jours de marche pour aller rencontrer le grand Ramana Maharshi. Et donc il arrive, c'est son tour, et puis il lui dit comment je peux faire avec maître avec les autres, comment je peux faire maître avec les autres, voilà, comment je peux me comporter. Ramana Maharshi, en bon indien, prend le temps de réfléchir, 5-10 minutes, l'autre est devant, il attend, et Ramana Maharshi le regarde et lui dit mais quel autre? Et c'est fini, il repart en Angleterre. Il a l'information. Et oui, bon, bien sûr, c'est caricatural. Et en même temps, c'est peut-être l'idée que l'autre est tout autre et contre nous, en fait, que souvent la dualité apparaît et que souvent le conflit persiste. L'autre n'est jamais contre nous, il est d'abord pour lui. Et vous parliez des degrés d'empathie, c'est vrai qu'il y a plein d'échelles, et l'autre n'est pas forcément non empathique parce qu'il pense à lui. Il y a une histoire de confort et de sécurité. Et en effet, la plupart du temps, nos réactions ne sont pas mues pour enfoncer l'autre, mais pour développer notre relation à notre propre confort. Ce qui fait que on va essayer, si on peut, de faire en sorte que l'autre ne soit pas un archer avec une flèche qui va nous viser, mais plutôt une personne qui va exprimer quelque chose. D'accord ? Mais pour qu'elle puisse l'exprimer, il faut qu'il y ait un espace. Pour qu'il y ait un espace capable de recevoir tout ça, il faut que dans les différents degrés de conscience cette fois, on ait installé quelque chose. Donc on pourrait dire presque que vivre avec l'autre, c'est une forme de désir, de volonté. Et pour terminer, je vous cite une petite phrase que j'ai trouvée tout à l'heure et que j'ai trouvée assez incroyable. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Et celle-là, on va la garder parce que je trouve qu'elle fait bien réfléchir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour vos questions. Voilà.